Était-il donc impossible d'échapper aux uns et aux autres, à l'Est et à l'Ouest? Impossible d'être neutraliste, comme Tito. Tito, le héros, qui avait résisté aux Allemands à la tête de ses 800 000 partisans, qui avait libéré son pays lui-même avant l'arrivée de l'armée rouge. Tito l'hérétique, qui avait osé tenir tête à Staline, qui venait d'être excommunié par lui et exclu du Cominform. Il avait été le numéro 2 du communisme, et l'humanité le comparait maintenant à Göring, à cause de son faible pour les uniformes et les décorations. Tito qui promettait de créer un nouveau communisme démocratique, fondé sur l'autogestion, où les conseils d'ouvriers devaient remplacer la bureaucratie. De nombreux jeunes enthousiastes venus d'Occident s'enrôlaient pour l'été dans les brigades qui construisaient l'autoroute Zagreb-Belgrade. Ceux-là allaient en Yougoslavie comme leurs cadets iraient plus tard à Cuba. Tito était leur fidèle Castro. Refusant à la fois le capitalisme et le stalinisme, cette génération allait déjà chercher en Yougoslavie une nouvelle voie vers un autre socialisme. En 1948, quand Tito est exclu et traité de fasciste carrément, tous les trotskistes au grand complet prennent position pour la défense de Tito, et les bagarres avec les staliniens sont assez nombreuses, et on organise les premières brigades pour soutenir Tito et la Yougoslavie ont lieu en 1950 avec des groupes, beaucoup d'auberges de jeunesse où c'est bourré de trotskistes et d'anards qui se vont remonter, reconstruire la Yougoslavie. Jean-René a été participé à la construction de l'université de Zagreb, entre autres. Bon, c'était pas très efficace, mais c'était pour le moral, c'était très bon. Mais c'est à la faveur d'un de ces meetings pour appeler à aller aux brigades que les staliniens sont venus aux sociétés savantes pour nous agresser à la sortie. Et que, bon, on n'a pas pu sortir, donc il y a eu une bagarre mémorable. On s'est battus, carrément. Les staliniens étaient là pour nous empêcher de parler. Enfin, les injures et les coups, on s'est battus. Moi, je me suis battue, carrément. Et j'ai été battue par eux. C'était terrible. Ceux qui n'étaient pas des gros bras, ceux qui étaient simplement des militants convaincus, c'était un fossé, ils étaient incapables de comprendre. Pendant tant d'années, on leur avait expliqué que les trotskistes, c'était le diable, la vipère lubrique, les démolisseurs de cette patrie rêvée qui était l'URSS. Ils répondaient avec une bonne conscience. Le dialogue n'était pas possible. Quelques-uns étaient révoltés de la façon dont on nous traitait. Ça, c'est vrai. J'ai vu des militants communistes déchirer leurs cartes à partir du moment où on nous a tapé dessus. Si on disait, mais on a des déportés, Dieu sait qu'on en avait, et qui étaient revenus, on en a présenté aux élections, on disait, oh, c'était les capots des camps, c'était... Alors, ce qui était complètement faux, d'autant plus qu'en général, dans ce cas, eux, les communistes avaient été des dirigeants de camp. Il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs, où à chaque fois, ils venaient nous taper dessus. Et entre autres, toutes les réunions électorales dans les écoles, ils venaient, à chaque fois qu'on faisait un meeting, ils venaient, notamment dans le 13e arrondissement, où il y a eu beaucoup de meetings, parce qu'il était très ouvrier à l'époque, et à chaque fois, c'était la bagarre, à chaque fois. Parallèlement à son militantisme au PCI, Jean-René est très en liaison avec les copains du POUM qui habitent Paris. Et évidemment, la fin de la guerre avait laissé penser que Franco tomberait. Il y a même eu un livre qui s'est appelé La fin de l'espoir, en voyant que malheureusement Franco ne tombait pas en même temps que les autres dictateurs. Donc Jean-René était très lié avec le POUM. Il a été pendant très longtemps, je crois que jusqu'à la fin de la parution, le gérant de la Battaglia, le journal du POUM, à Paris, et à Paris seulement, hein. En France je veux dire seulement, puisque interdit en Espagne. Et Jean-René fait à plusieurs reprises des voyages pour le POUM en Espagne.
Alors, il fallait rejoindre les militants poumistes là-bas et essayer de faire du soutien, mais c'est très très difficile et les copains poumistes de France ne pouvaient pas y aller au début. Après les années 60, ils ont commencé à retourner et à essayer un peu, mais au début, dans les années 50, c'est exclu. Cette semaine a été marquée par des incidents regrettables qui se sont déroulés à l'occasion d'une manifestation en l'honneur des morts et des combattants de Dien Bien Phu. M. Laniel et M. Pleven, à la tête des anciens combattants, s'étaient inclinés sur la tombe du soldat inconnu. Soudain, des tracts voltigèrent, des cris s'élevèrent. Les éléments de trouble qui s'étaient mêlés aux anciens combattants essayaient de faire de cette patriotique manifestation un geste anti-gouvernemental. Quelques remous s'ensuivirent. Mais le calme devait être bientôt rétabli et l'Arc de Triomphe retrouver son climat de majestueuse piété. Bon, il ne faut pas oublier qu'en 1946 commence la guerre d'Indochine. Là aussi, le PCI est impliqué complètement. On fait des manifestations, on en fait une entre autres devant la Mutualité. C'est interdit forcément. On doit être une centaine, il doit y avoir, je pense, 500 flics autour de nous qui nous coursent jusqu'à la Seine où ils nous laissent finalement partir. Mais c'est très 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 difficile de faire démarrer les manifestations pour soutenir pour soutenir ce qui n'est pas encore le Viet Minh. Nous, c'était que les trotskistes. Après, les staliniens ont commencé à faire des mouvements plus importants, mais ça n'a jamais été aussi important que les manifestations qu'on a pu faire après pour la guerre d'Algérie, dans mon souvenir. En 1954, en liaison avec des camarades messalistes de Paris, on va faire un voyage en Algérie, en juillet. On y passe un bon mois, et à Alger, entre autres, on rencontre tous les messalistes dont on avait les adresses. On discute avec eux, enfin bon, tout se passe très très bien. Et après, on fait le tour de l'Algérie. Et là, entre autres en Constantine, on s'aperçoit, sans à l'époque s'en rendre compte du tout, que le langage est un peu différent. Bon, ça nous intéresse, tout ce qu'on nous dit nous intéresse. Bon. Mais malaise, c'est pas le mot, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent. Après, on va dans différentes petites villes où on rencontre des militants qui sont nulle part, mais qui sont indépendantistes dans l'âme et avec qui on fraternise, j'ai pas besoin de dire complètement. Bon, on finit notre voyage, on revoit à Alger nos copains de messalistes, et puis on rentre à Paris. Sur ce, le 1er novembre, la guerre éclate, et le malaise qu'on avait ressenti, on comprend tout de suite pourquoi. On avait eu deux langages qu'on n'avait pas su interpréter. Mais ils n'étaient pas clairs non plus, hein. Et c'est pas les messalistes qui allaient nous tenir au courant. Donc si on n'avait pas rencontré ce copain de Constantine, on n'aurait eu aucun autre ton de cloche. Mais après, ça a fait tilt. Je me souviens pas exactement ce qu'il nous a dit aujourd'hui, c'est tellement loin. Mais ça n'avait rien à voir avec le langage révolutionnaire de Messalis. C'était différent. À mon avis, il préparait déjà le FLN, mais il préparait déjà l'insurrection, à mon avis. Mais on ne l'a pas du tout vu, forcément. Mais quand ça a éclaté, on a compris que là, on avait eu une étincelle, en quelque sorte. Bon, Jean-René est très lié avec les messalistes à Paris, donc il continue d'être messaliste. Et il fait partie des groupes qui vont aider les copains à surveiller ceux qui sont surveillés par la police de très près. Parce que les premières personnes qui sont arrêtées, et je dois dire en Algérie torturées déjà, sont des messalistes. Bon, Messaliadj est transféré à Belle-Île, et il y a un tour de garde. Jean-René fait partie du tour de garde à un moment ou à un autre et revient. Et la date à laquelle moi j'étais un petit peu sceptique, disons, sur le messalisme, et très vite j'ai pensé qu'il fallait soutenir le FLN, qui me semblait plus dans la lutte pour l'indépendance que Messali d'une certaine façon.
C'est dans les années 56 ou 57, j'ai oublié la date exacte, qu'une amie à moi me dit « Est-ce que tu veux rencontrer un militant FLN ? Nous, on le rencontre souvent, est-ce que tu veux le voir ?» Alors, oui, j'y vais, on discute, il nous donne ses objectifs. Bon, j'étais d'accord, moyennement. Et à un moment, je pose la question, naturellement, on a le droit d'intervenir et de discuter. Et la réponse a été nette, non, il faut obéir au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de discussion possible. Alors j'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas participer. Charny n'était pas venu et il était encore un peu messaliste à l'époque, de toute façon. Là, on a été un peu comme sur la question de l'URSS, un peu indifférent. Et c'est après 58, on est tous pour le FLN après. Ce qui ne nous a pas empêché de continuer d'aider nos copains messalistes de Paris à survivre et à se cacher. D'ailleurs, nous avons soutenu beaucoup de gens, et aussi bien en argent que pour les loger, enfin on a fait tout ce qu'on a pu. Bon, je ne parle pas des manifs où on est allé à toutes, où on s'est fait massacrer à toutes. Par la police, avec les fameux gourdins terribles. Surtout les manifs qu'on a fait devant la santé pour soutenir tous les copains qui étaient arrêtés. C'est des manifs là pour le coup qui regroupaient les courants. Qui regroupaient un peu tout le monde. Au début, les communistes ne venaient pas parce qu'ils criaient paix en Algérie et nous, on ne voulait pas de paix en Algérie. Nous, on voulait qu'on crie indépendance de l'Algérie. Donc ça a été très long. D'ailleurs, un certain nombre de militants ont été exclus parce qu'ils participaient avec nous, ces militants, qui ont participé aux journaux clandestins pour aider Vérité Contre, etc., pour l'indépendance de l'Algérie. Les trotskistes, devenus indépendants ou liés à des organisations diverses, ont agi, et ce qui a donné plus tard naissance à la Nouvelle Gauche et puis au Parti socialiste unifié. Le Parti communiste, qui était quand même l'organisation de masse, continuait à réclamer la paix en Algérie, alors que dans le milieu, en particulier la Nouvelle Gauche, nous étions partisans de l'indépendance de l'Algérie. Pour ma part, avec la Nouvelle Gauche, nous avons organisé aussi des manifestations avec des personnalités politiques. L'une qui s'est terminée au métro Maubert Mutualité, où Sartre a pris la parole, et où un commissaire de police est venu nous dire de circuler, et je lui ai répondu, ben, vous n'avez qu'à tirer, n'est-ce pas? Il était décontenancé, et Simone de Beauvoir a bien rigolé. Il y en avait une autre qui avait lieu à avenue de l'Opéra. La police nous attendait au bout, n'est-ce pas? Et nous avions convenu entre nous que nous monterions tous dans les paniers à salade. Mais la police n'a pas voulu arrêter Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? Elle a défendu Jean-Paul Sartre de monter, ce qui fait que c'est Crépeau, moi et puis quelques autres qui avons été au commissariat de police.